Bienvenue à toutes et à tous dans notre tout nouveau podcast Agir par la voix. Je suis votre animatrice, Sari Milagou. Chaque épisode nous plongera au cœur des activités inspirantes d'organisations dédiées au bien-être des femmes et à l'égalité des genres en Outaouais. Pendant une vingtaine de minutes, nous allons découvrir les services qu'elles offrent, comprendre leurs actions sur le terrain et aussi déconstruire les préjugés qui les entourent. Rejoignez-nous pour ces rencontres enrichissantes diffusées ici, sur les réseaux d'Agir, où chaque voix compte et chaque histoire inspire. C'est parti pour cet épisode d'Agir par la voix. Merci d'accueillir notre nouvelle invitée. Bonjour, comment allez-vous? Ça va bien, toi aussi? Est-ce que tu es à l'aise si on se tutoie? Absolument. Super. Alors, est-ce que tu pourrais te présenter ainsi que l'organisme dans lequel tu travailles? Oui, mon nom, c'est Maxence. Je travaille à la Maison Libérale, qui est une maison d'hébergement pour les femmes et leurs enfants qui sont victimes de violences ou qui vivent des difficultés temporaires. Ok. Est-ce que tu pourrais nous raconter plus en détail l'historique et la création de votre organisme? Absolument. En fait, monter un organisme communautaire, c'est quand même un travail de longue haleine. En fait, toutes les procédures ont commencé en 1979, quand les ministères, dans le fond, de la Justice puis des Affaires sociales se sont entendus pour dire qu'il fallait absolument qu'on fasse un colloque sur la violence conjugale. Donc, on discute de cette problématique-là. Est-ce que tu pourrais définir le mot colloque, s'il te plaît? Oui, en fait, le colloque, c'est un espace où on va se rassembler pour partager, par exemple, des résultats d'études, des constats qu'on a faits dans la société pour, après ça, échanger avec différents professionnels, puis regarder qu'est-ce qu'on fait maintenant à partir de ça. OK, merci. Donc, c'est entre autres pour éduquer, puis aussi pour regarder qu'est-ce qu'on peut faire comme projet innovant en lien avec les recherches qu'on a faites. D'accord. Ouais. Merci. Donc, suite à ce colloque-là qui a eu lieu en 83, donc quelques années après, donc 4 ans après, si je ne me trompe pas, il y a eu le développement d'une table locale de concertation. Donc, différentes instances, en fait, qui s'assoient ensemble pour justement aller, encore une fois, discuter de la problématique de la violence familiale. Donc, dans cette table-là, on retrouvait autant des instances religieuses que les corps policiers, que les services sociaux, pour élaborer ça. Et s'en est suivi, dans le fond, une table pour créer un comité où l'administration et tout ça de la maison allait partir. Donc, si je ne me trompe pas, c'est en 86. Oui, c'est ça. En 86, on a appelé notre maison la Vallée de la Gatineau, qui est devenue, en 2000, dans le fond, la Maison Libérale qu'on connaît encore aujourd'hui. Et pourquoi ce changement de nom? C'est une bonne question. Je pense que en fait, il y a plusieurs, premièrement, organismes qui œuvrent dans la vallée de la Gatineau. Donc, on se détache comme ça de, par exemple, la maison qui est à Maniwaki. Okay. Puis, ça l'englobe vraiment, en fait, le nom libéral. Je pense que c'est assez fort. Exactement. Ouais. Donc, c'est vraiment un mot fort pour parler justement de notre mission puis la vision qu'on a aussi de la vie des femmes qu'on côtoie. OK. Super. Merci beaucoup. Quelle est la mission principale, du coup, de votre organisme et comment, si elle l'a, évoluer avec le temps? Mm-hmm. Oui, bien, c'est intéressant ça parce que je pense que tout ce qui est des missions des maisons d'hébergement, ça évolue effectivement beaucoup en ce moment. Mais à la base, en fait, notre mission, c'est vraiment d'accompagner puis de soutenir les femmes qui sont victimes de violences conjugales et de leurs enfants, parce qu'on sait qu'ils sont pas mal toujours co-victimes de la violence qu'il y a au sein de la maison. Mais aussi, ce qui est particulier avec notre maison, c'est qu'on accueille des femmes qui sont en difficulté temporaire. Donc, je te donne un exemple comme ça. Ça peut être une femme qui, pour X, Y raison, se retrouve en situation d'itinérance ou à risque de le devenir et qu'on va l'accueillir pour qu'elle puisse justement pas se victimiser puis continuer dans son projet de vie. Okay. Puis, je pense que ce qui est particulier aussi à nommer avec notre maison, c'est qu'on est en constant travail pour être dans l'inclusion. Donc, quand on parle justement des femmes allophones, donc comment est-ce qu'on peut adapter nos services pour elles, mais aussi au niveau de la communauté de diversité sexuelle et de genre, comment est-ce qu'on peut accueillir cette tranche-là de la communauté aussi pour qu'il y ait accès à nos services. D'accord, super. Sur votre site web, j'ai vu que vous parliez d'approche féministe. Oui. Du coup, comment vous définiriez l'approche féministe que vous adoptez dans vos interventions? Oui, l'approche féministe qui est vraiment, dans le fond, le cœur de nos interventions. Hein. Donc, approche féministe veut aussi dire empowerment. Je pense que c'est le mot-clé, en fait, qu'il faut garder en tête. On se retrouve dans des contextes où les femmes ont perdu ou se sont fait voler le contrôle sur leur vie, ou sont victimes du pouvoir de leur partenaire ou la partenaire.
Et on essaie vraiment là, de miser une reprise de pouvoir pour ces personnes-là qu'on côtoie. Ce qui veut dire qu'on n'est pas là pour décider pour elles le choix. Donc, on a des femmes qui viennent, par exemple, pour un répit, mais qui vont retourner au conjoint ou à la conjointe par la suite. Mais si c'est le choix qu'elles veulent faire, on va les accompagner là-dedans. On ne choisira jamais de quand est-ce qu'elles quittent leur relation. Je pense que c'est pas mal l'espèce de point de départ, si tu veux, de notre féminisme. Puis aussi, quand je te parle d'intersectionnalité, donc de justement inclure les personnes allophones, d'inclure les personnes de la diversité, je pense que ça aussi, c'est un mot-clé qu'il faut garder quand on parle de féminisme. Quand on parle de féminisme, on parle d'égalité des genres, mais on ne peut pas le faire avec juste les femmes. D'accord. Et est-ce que tu pourrais réussir à définir, pour ceux qui ne savent pas trop, ce que c'est l'intersectionnalité, justement, en quelques mots? En fait, c'est que tu prends en considération tous les systèmes d'oppression qu'il peut y avoir. Donc, on parle autant de racisme que d'agisme, donc tous les systèmes d'oppression qui peuvent venir alimenter un peu les inégalités dans les genres. Oui. Merci, super clair. Et du coup, en quoi cette approche, elle est cruciale dans le soutien aux femmes victimes de violences? Oui, en fait, comme je mentionnais tantôt, on a affaire à des femmes qui, justement, n'ont plus de connaissance de qui elles sont, parfois même, tellement ils ont été alimentées dans un climat de tension puis de violence. Donc, ils ont perdu leur repère, que tu leur demandes qu'est-ce qu'ils aiment faire de leur temps libre, qu'ils ne le savent plus. Qui ont de la difficulté aussi à identifier c'est quoi leurs limites au niveau de leurs envies, de leur projet de vie, mais aussi dans leurs relations interpersonnelles. Là, je m'égare un peu, mais en fait, c'est ça, c'est que comment est-ce qu'on peut aider la femme à retrouver un pouvoir sur sa vie si on lui dicte quoi faire? Ça ne fonctionne pas. Puis en même temps, un peu comme avec n'importe quelle thérapie, donc avec n'importe quelle clientèle, si ça ne vient pas de la personne même, on travaille un peu dans le beurre. Là, ça ne fonctionne pas. Donc, voilà. OK. Merci. Du coup, est-ce que tu peux me détailler les types d'interventions que vous proposez? Oui, ça aussi, c'est super pertinent parce que c'est tellement varié. Oui. On a une femme avec qui on va travailler avec beaucoup de techniques d'impact. Hein. Donc, brièvement, là, c'est des techniques courtes, qui vont utiliser beaucoup de métaphores pour faire des liens avec la vie qu'elles vivent. Mais ça peut être aussi beaucoup d'accompagnement. Donc, accompagnement pour aller, par exemple, chercher les effets personnels. Accompagnement pour déposer une plainte à la police. C'est hyper varié. Il y a des femmes avec qui on va juste écouter, s'asseoir pendant 1 heure, lui laisser l'espace pour décrire qu'est-ce qu'elle vit. Il faut qu'on soit très, très créative aussi dans nos approches puis qu'on s'adapte beaucoup à la personne qui est devant nous. Oui, c'est ce que j'allais dire. Vous avez l'air de vraiment changer d'activité selon la femme et vraiment, en fait, si on peut définir en un mot, ça serait accompagnement vraiment à la personne. Oui, absolument. Okay. Soutien, écoute, lui refléter qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire, pousser les réflexions plus loin, peser les pour et les contre, ça, c'est quelque chose qu'on fait très souvent. Donc, tu vois, c'est une façon qu'on a de les accompagner dans leur prise de décision sans décider pour elles. Bon, voilà, c'est quoi les pour et les contre dans la décision que tu veux prendre en ce moment? Et à partir de là, faire un choix éclairé. Ça, c'est quelque chose qu'on fait très, très souvent. D'accord. Et quel type d'atelier ou activité est-ce que vous proposez pour les femmes, justement, pour les aider à se reconstruire? C'est quoi l'activité type, s'il y en a une, évidemment? Oui, en fait, on a un calendrier assez étoffé à la Maison Libérielle, autant des activités qui sont plus ludiques, hein, parce que je pense qu'ils ont besoin aussi de sortir de leur misère aussi, de ce qu'elles vivent. Donc, on peut autant les amener au glissade d'eau, au bowling, faire une activité comme ça, mais dans laquelle on va aller brancher, par exemple, des questions de connaissance de soi ou aller travailler l'estime ou la confiance. Mais on a aussi plusieurs groupes. En fait, je pense qu'une façon simple de l'expliquer, c'est que les femmes, quand elles viennent en maison, oui, elles ont un toit. Oui, pendant cette période-là, elles n'ont pas à débourser pour, par exemple, leur épicerie ou leur déplacement. Mais elles ont obligatoirement une rencontre par semaine avec une intervenante qui les aide à cheminer dans leur démarche puis dans leurs besoins psychologiques. Et à travers tout ça, on a aussi des ateliers obligatoires à chaque 2 semaines, donc qui vont toucher différents objectifs là, pendant leur hébergement. D'ailleurs, on a aussi des services pour les femmes qui n'ont pas besoin d'hébergement, hein, qui ont accès à justement tous nos ateliers puis nos activités en maison. Puis en ce moment, justement, peut-être que je vais un peu trop vite, là, mais on a développé quelques autres programmes, donc connexes, qui nous permettent justement d'aller toucher plus de personnes, d'aller plus large que juste la clientèle avec qui on discute
D'accord. pendant qu'on est sur nos chiffres. Là. Et comment vous faites ça, du coup? Est-ce que tu peux m'en dire un Oui. peu plus? Oui, ben tu vois, ça, c'est quelque chose que je voulais vraiment aborder. Là. On a un groupe qui s'appelle Compte sur moi, qui est vraiment pour les proches des victimes. OK. Donc, employeurs, voisins, cousins, parents, autant pour un adolescent là, qu'une personne adulte qui est aux prises avec une relation peut-être de violence. Mais on va aller aborder avec le proche. C'est quoi tes limites, toi? Hein, parce que si on s'épuise, on ne sera pas capable d'appuyer la personne qui est aux prises avec cette relation-là. Comment est-ce que je peux l'approcher, cette personne-là, justement, en évitant qu'elle se referme parce que là, elle ressent de la pression ou parce qu'on essaie de décider pour elle, on ne la comprend pas. Fait que c'est vraiment pour éduquer les proches à c'est quoi être dans une relation de violence, mais aussi qu'est-ce que je peux faire pour appuyer la personne et qu'est-ce que je peux faire pour moi me protéger là-dedans. Oui, c'est important dans ces situations-là d'avoir un entourage présent et compréhensif. Oui, absolument. Et en parlant de ça, est-ce que tu aurais un petit mot à dire pour un entourage de personnes Oui. Les mots qu'il faut dire ou ne pas dire Je pense qu'à la base de ça, il y a vraiment le respect du rythme. On sait que c'est 7 retours au conjoint en moyenne que la personne peut faire avant de quitter définitivement. Mais ces retours-là, souvent, sont pris comme une défaite ou comme un « Ah, ben là, j'avais dit, tu sais, j'étais allée pour l'appuyer, mais là, elle est retournée. Bon, il faut qu'on recommence à la case départ. Mais c'est pas ça nécessairement. La personne, quand elle retourne, elle va vérifier des choses. Il y a des espoirs qu'elle a, qu'elle doit aller valider. Oui. Il y a des outils quand même qu'elle peut mettre en place puis aller essayer des choses pour justement continuer à faire son cheminement et aller réduire finalement la liste des pour. Oui. Comme on disait tantôt, puis regarder, OK, bien, je pensais qu'il allait vraiment aller en thérapie, par exemple. Par contre, je me rends compte que la thérapie, ça a l'effet inverse. Donc, voilà, il ne faut pas voir les retours comme une défaite, mais surtout comme un cheminement à faire. Oui, c'est l'avancée pour la réussite. Oui. Puis au niveau des proches, ben c'est ça. Hein, je pense que c'est important de se demander, premièrement, est-ce que je comprends bien la problématique de mon ou ma proche? Puis aussi, c'est quoi qu'est-ce que ça a comme impact sur moi, cette situation-là? Parce que s'il y en a chez des enfants, justement, qui vivent dans cette famille-là, ben il y en a aussi sur les proches. Puis qu'est-ce que je peux faire pour me protéger? C'est tellement, tellement important. On met son masque avant de le mettre à quelqu'un d'autre. Là, je pense que c'est quelque chose qu'on dit souvent. OK. Et donc, j'avais une autre question. Est-ce que les femmes qui viennent vous voir font des activités ensemble ou est-ce que c'est vraiment juste femmes et intervenantes? Oui, est-ce qu'elles se rencontrent? Je pense que ça dépend beaucoup des cohortes qu'on a. On a des cohortes qui vont tellement bien s'entendre, qui, justement, on rencontre après dans d'autres ateliers, puis qui nous donnent des nouvelles des femmes là, qu'on a côtoyées, puis qui font des activités ensemble. Puis il y en a d'autres qui, malheureusement, bien, ça clique moins. C'est un peu, je pense, un des enjeux dans la maison d'hébergement. Tu ne choisis pas tes colocs. Donc, c'est sûr que dans les activités et tout, les ateliers qu'on fait, bien, on invite tout le monde, elles vont se côtoyer, mais c'est ça. Après ça, on ne forcera pas des liens qui n'ont pas lieu d'être. Évidemment. Ça peut mener à des vraiment beaux hébergements, comme ça peut mener à des conflits. Là. Ça, c'est ça. Un peu comme nous, comme quand partout, on a des colocs. Ouais. OK. Et avec tout ça, toutes ces activités, quel impact social visez-vous à avoir au sein de la communauté? Je pense que dans notre domaine, au niveau social, en tout cas, on doit être un des seuls emplois où on espère ne plus avoir d'emploi. Dans le sens que je pense que notre objectif ultime, ce serait d'éradier la violence au complet, puis que tous les genres soient égaux. Mais bon, en principe, moi, je dirais que c'est comme sous 3 volets. Donc, on a le volet femmes et enfants, donc notre clientèle cible, chez qui on aimerait, premièrement, outiller, sensibiliser, éduquer au niveau de la dynamique qu'ils vivent, puis les protéger aussi, hein, protéger la santé, protéger la sécurité de ces personnes-là. Il y a au niveau des proches, comme je te disais tantôt, qu'on veut eux aussi les éduquer et tout, mais je pense qu'au niveau de la société aussi, puis de la communauté, ça peut se faire. Chose qu'on fait aussi, justement, les différentes maisons d'hébergement, quand on a des kiosques, par exemple, quand on va rencontrer une équipe de professionnels pour les former. Oui, vous faites aussi un peu de sensibilisation à côté. Beaucoup. En fait, c'est mon volet. Je suis au volet sensibilisation à la Maison libérale, donc c'est pas mal mon dada, là, je te dirais. Et justement, qu'est-ce que tu fais pour essayer de montrer que ça existe, que c'est toujours là la violence et comment tu fais? Oui, bien, en fait, ça se fait de différentes façons. Comme je te disais, là, on a des kiosques auxquels on participe. Il y a des levées de fonds aussi, qu'on en profite pour aller faire de la visibilité, pour offrir nos services et tout.
Il y a aussi toutes sortes d'ateliers qu'on fait dans des milieux scolaires. Donc, on est affilié avec une maison. Nous, on est sur le territoire des collines, là, donc on est plus effacé en campagne. Donc, on fait beaucoup d'ateliers là, chaque année à une école secondaire pour aller justement, parce qu'on sait, ça commence jeune là, d'aller jouer dans ces valeurs-là. Donc, il y a ça aussi. Au niveau des policiers, on fait des formations à tous les nouveaux policiers de la MRC pour justement qu'ils sachent comment intervenir. Ouais. On a aussi des intervenantes mobiles, donc qui vont aller appuyer les policiers quand ils ont des appels concernant un contexte de violence, par exemple, qui vont aller appuyer les policiers pour intervenir le plus optimalement possible, là, je te dirais. Je sais pas, je vais peut-être me faire taper ses doigts d'en parler maintenant, mais bref, on est aussi en train de monter un podcast pour permettre aux femmes de justement reprendre leur pouvoir, puis explorer avec elles, ça a été quoi, en fait, leur vécu. Donc, en fait, ça va leur donner un espace pour témoigner de ce qu'ils ont vécu. Donc, ça serait les femmes qui viendraient en parler. Super. Ouais, à venir. Génial. À venir. Je l'ai dit, il va falloir qu'on le concrétise. OK. Et aussi, ce qu'on entend souvent, c'est que les femmes qui sont dans ces situations-là se voilent un peu la face dans le sens où elles ne veulent pas se rendre compte. Comment, qu'est-ce que tu pourrais dire aux femmes qui nous écoutent, qui ont peut-être un doute sur leur situation actuelle, comment se rendre compte que c'est vraiment critique et qu'il faut peut-être essayer de partir? Oui. Je pense que le mot violence, ça fait peur à des gens. Ben c'est ça. Puis, un peu comme dans n'importe quel contexte, c'est beaucoup plus facile de se mettre la tête dans le sable, hein, parce qu'une fois que ta tête est sortie, tu n'as pas le choix de faire face à la musique. Donc, je pense que c'est un peu ce que les femmes vivent parfois. Premièrement, il y a beaucoup de manipulation derrière ça. Hein, je veux dire, avant qu'on... quand on parle de cycle de la violence, la lune de miel, elle existe pour quelque chose. Hein? Donc, je pense que c'est beaucoup plus facile de garder la tête dans le sable, entre guillemets, que de faire face à la musique, ce qui est en fait un mécanisme de défense hein, qu'on a, nous aussi. Mais si, je pense qu'il y a plusieurs façons, peut-être de dépister la violence quand tu en vis. Premièrement, si tu vis de la peur dans ta relation, c'est vraiment un bon red flag, comme on dit. Il y a aussi des sites comme SOS Violence Conjugale qui offrent des quiz pour aller explorer, mais qu'est-ce que je vis dans ma relation? Est-ce que ce serait de la violence? Donc, il y a ça aussi qui peut permettre de s'éclairer aussi sur qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Puis, je pense que le premier pas à faire, justement, c'est d'aller s'informer. Si tu ressens de la peur dans ta relation, c'est pas normal. Là. Si tu n'es pas capable de nommer tes opinions, tu as tout le temps peur de ce que tu vas dire à cause de la réaction de l'autre, c'est quand même des bons pointers que tu dois aller réfléchir plus loin. Donc, moi, j'offrirais premier pas, d'aller explorer sur Internet, justement, sur le site de SOS, de faire l'espèce de test de dépistage pour voir qu'est-ce que je suis en train de vivre dans ma relation. Puis sinon, d'appeler les maisons d'hébergement comme la nôtre pour qu'on puisse évaluer. Je ne veux pas être alarmiste, mais en même temps, une pomme, c'est une pomme, comme on dit. Il y a un féminicide sur 3 que c'est la première instance de violence physique au sein du couple. Donc, sans vouloir être alarmiste, je pense qu'une autre chose que nos maisons d'hébergement peuvent amener, c'est justement l'analyse puis d'aller évaluer le risque, chose qu'on a été formé à faire. Donc, voilà. De contacter une ressource professionnelle, je pense que c'est un beau premier pas. OK. Super. Merci pour le conseil. Et par rapport à toi, du coup, est-ce que tu rencontres des préjugés concernant ta mission? Quels sont les défis auxquels tu fais face quotidiennement, s'il y en a? Oui, bien, moins au sein du travail. Je pense que c'est surtout dans la vie personnelle. Oui. Je pense qu'on se dirait toute la même chose. Là, le mot féminisme ou féministe, ça a comme une connotation négative maintenant. Moi, je pense que dans tout grand changement, on va vers l'extrême gauche, l'extrême gauche, l'extrême droite, puis après ça, on va se retrouver peut-être quelque part au milieu. J'ai l'impression qu'en ce moment, on est en plein là-dedans. Là. Mais effectivement, tu sais, dans mon quotidien, même avec des proches, il y en a mais c'est des hommes qui m'ont déjà dit, on n'en a plus besoin du féminisme. Et pourtant, tu sais, je veux dire, cette année, en peu de mois, là, on a dépassé largement le nombre de féminicides au Québec que l'année passée. Donc, oui, on a besoin du féminisme. Oui, carrément. Et on a besoin de plus de place. Tu sais, je veux dire, il y a tellement encore d'enjeux à faire. Puis, je pense que s'il y a bien une chose que les actualités nous prouvent en ce moment, c'est que la place de la femme au niveau de la société, oui, on a beaucoup lutté pour, mais c'est très fragile encore. Carrément. Merci pour ce rappel. Et oui, faut pas le prendre avec cette connotation-là. C'est pas vrai. On continue à faire ce qu'on
qu'on a fait auparavant. Et du coup, pour finir sur une petite note plutôt positive, quelles sont tes aspirations pour l'avenir de votre organisation? Et ensuite, quel message souhaites-tu transmettre aux personnes qui nous écoutent actuellement? Oui, bien, je pense que je vais étonner personne en disant que les maisons d'hébergement, présentement, notre gros combat, c'est d'avoir plus de portes, donc plus d'endroits pour loger les femmes qui en ont besoin. Je serais bien curieuse de voir les statistiques au niveau de combien de refus on fait par jour pour des femmes qui en auraient vraiment besoin puis qui essayent de se sauver de cette situation-là. Donc, je pense qu'au-delà de nos organismes, ça doit venir de plus haut aussi, de regarder qu'est-ce qu'on veut donner comme subvention à ces maisons-là qui, malheureusement, ne sont pas capables de répondre aux besoins de toute la communauté. Au-delà de ça, je pense que mon équipe serait d'accord pour dire que, de notre côté, on est rendu à aller chercher des alliés masculins, à aller justement à la place de creuser l'espèce de... justement, la connotation qu'il y a au néo-féminisme, mais allons chercher des alliés masculins qui vont offrir un modèle positif aux femmes, qui vont offrir un modèle positif à leurs enfants. Puis aussi, écoute, moi, mon cheval de combat, c'est vraiment d'inclure, en fait, la communauté de la diversité sexuelle et de genre dans nos services. Je pense qu'ils ont... Malheureusement, c'est une communauté, justement, qui est encore plus à risque de vivre, parce que quand on parle de système d'oppression tantôt, là, plus tu vis dans des systèmes d'oppression, bien, plus tu es à risque de vivre de la violence puis de la discrimination. Donc, voilà, moi, je pense que ce serait intéressant de regarder, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour cette communauté-là? Est-ce qu'on ouvre une maison, justement, qui est plus pour la communauté queer, si tu veux? Et justement, dans vos maisons, est-ce que les personnes qui travaillent, est-ce qu'il y a des hommes ou non, on évite? Non, en Outaouais, il n'y a aucun homme qui travaille en maison d'hébergement. Par contre, tu vois, j'ai eu une formation l'année passée avec une maison du Colombie-Britannique, si je ne me trompe pas, qu'eux engagent des hommes, entre autres, pour faire les interventions auprès des enfants. OK. Donc, quand on parle de modèle positif, moi, je pense que la masculinité positive, pardon. Oui, c'est ça. On en parle souvent en ce moment. Ouais, je pense que c'est quand même un enjeu parce que, justement, on ne veut pas aller rejouer dans les traumas. Il y a beaucoup de femmes qui craignent les hommes. Par exemple, il y a aussi tout ce qui est contexte religieux et tout à tenir en compte. Mais on a un homme qui vient faire des travaux, nous, à la maison, mais à chaque fois, il faut qu'on avertisse les femmes qui vont venir en maison pour qu'elles soient rassurées. Il y a l'affaire là, c'est un homme de confiance et tout. Fait que, je pense qu'il y a comme les deux côtés de la médaille à aller prendre en considération quand on veut impliquer les hommes dans la cause. C'est clair. Ouais. Pas facile. OK. Et du coup, un petit message à transmettre? Oui, j'ai longtemps pensé à celle-là. Mais je pense que ce que j'ai envie de nommer, en fait, c'est que, un peu comme je disais tantôt, l'éducation au niveau de l'égalité des genres, l'égalité des sexes et tout, ça se fait depuis... En fait, il faut que ça se fasse depuis le jour 1 de la naissance, qu'on aille travailler les stéréotypes de genre qu'on a. Parce que la réalité, c'est que des valeurs plus traditionnelles peuvent augmenter l'exposition puis la chance que la personne vive la violence au cours de sa vie. La violence, avant, on disait que c'était un problème qui est individuel. Ce qui se passe chez mon voisin, je m'en mêle pas et tout. Moi, je souhaite que ce message-là s'efface complètement, puis qu'on voit que, dans le fond, c'est un problème au niveau de la société. Et que si ton voisin ou ta voisine est aux prises avec cette situation-là, va lui parler. Essaie de créer un lien de confiance pour que la journée qu'elle va avoir besoin de son voisin, elle puisse venir te voir puis sonner chez toi pour être en sécurité. Va t'éduquer sur c'est quoi la condition des femmes, même à travers le monde, pour voir à quel point le féminisme y est encore d'actualité. Oui. Donc, c'est ça. Moi, j'invite, en fait, les parents aussi à ajouter ce volet-là à l'éducation de leurs enfants. Parce que c'est ça aussi qui va faire en sorte qu'au cours des générations, on va être capable de diminuer la violence basée sur le genre. Là. Donc, dès tout petit. Et c'est aussi pour ça, du coup, vous faites de la sensibilisation dans les écoles. Oui, absolument. Absolument. On voit les enfants aussi. Hein. On a des intervenantes jeunesse qui font vraiment des suivis aussi auprès des enfants. Là. OK. Ouais. Bon, super. Vraiment, merci beaucoup pour ta participation et un grand merci encore plus pour tout ce que tu fais au quotidien, ton travail. Et j'espère que tu perdras ton emploi un jour, peut-être. Oui, merci beaucoup. Puis SOS Violence conjugale là, pour toute personne qui a besoin. Là, je pense que c'est un bon point de départ. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode d'Agir par la voix, produit par Agir Outaouais.
J'espère que vous avez trouvé ces échanges aussi inspirants que moi. Je tiens également à remercier l'agence Passage de l'Université du Québec en Outaouais pour le financement, sans qui ce podcast n'aurait pu exister. N'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram pour ne manquer aucun de nos futurs épisodes et de partager ce podcast pour aider à amplifier les voix de celles qui œuvrent pour un avenir meilleur. Car chaque voix compte et chaque histoire inspire. À bientôt pour une nouvelle histoire qui permet d'être tout aussi enrichissante. D'ici là, prenez soin de vous et continuez à faire la différence. À bientôt!